le cercle RH pour parler des seniors, de l'agisme, parce qu'on va essayer d'utiliser un autre mot. Le sujet, vous l'avez vu, est au cœur de l'actualité, puisque le Conseil constitutionnel a supprimé un certain nombre d'éléments qui traitaient justement du débat que nous allons avoir avec mes invités. L'index senior, la visite médicale à 61 ans et le CDI senior, tout ça a disparu. Pouf! Où cela va-t-il atterrir? Peut-être dans un nouveau texte de loi. L'index, évidemment, n'est pas partagé par tout le monde. Et puis, il y a un débat très philosophique sur la relation des chefs d'entreprise, des DRH, à l'égard de quelqu'un qui a plus de 50 ans et dont on ne sait plus trop quoi faire en interne et qu'on n'ose pas embaucher parfois. Je pense avoir posé le sujet dans les grandes lignes. Amélie Favori-Guittet, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, présidente de Talent Management Group, et vous êtes très impliquée sur ces questions d'accompagnement et de recrutement des seniors. Et puis avec nous, Caroline Young, ravie de vous retrouver toutes les deux, car vous êtes régulièrement venue chez nous, présidente d'Expert Connect. On l'entend, c'est destiné à des cadres pour... Nous, notre métier, c'est de recycler l'intelligence, et donc on fait travailler des retraités. Des retraités. C'est-à-dire d'ailleurs, légalement, on peut le dire à ceux qui ne le savent pas, on peut cumuler retraite et emploi. Absolument. C'est plutôt assez rentable d'ailleurs. Même, enfin, on va en parler, mais c'est le sujet de l'émission, ça va même devenir une ressource nécessaire pour toutes les entreprises. C'est cela. Peut-être avec, dit-on, une réforme, peut-être pour réorganiser ce cumul retraite-emploi. Je pense qu'il faut surtout... Libérer, et pas remettre des contraintes. Et alors, je n'ai pas vu, évidemment, les textes de loi prévus, ni le décret d'application que nous attendons avec impatience. C'est ça. Mais j'ai peur qu'ils aient remis des contraintes inutiles, alors que les entreprises vont avoir terriblement besoin de cette ressource. On y vient. Vous voyez que certains se sont dit, mais c'est une aubaine incroyable, je vais pouvoir m'arrêter, toucher mon droit retraite. Pour certains cadres, elle est parfois très bonne, et réenchaîner immédiatement dans la même entreprise, mais cette fois-ci en statut auto-entrepreneur ou consultant, statut, et même statut salarié. Bien sûr. Amélie, parce que c'est un sujet, je sais, qui vous tient très à cœur, sur lequel vous êtes très engagée, vous faites des webinaires, vous en parlez beaucoup. J'ai vu Elisabeth Badinter qui expliquait que la France était gérontophobe, c'est-à-dire qu'elle n'aimait pas ses vieux et qu'elle n'aimait pas les vieux. Elisabeth Badinter, c'est une figure qui parle beaucoup des questions de laïcité, qui est une femme d'un certain âge ou d'un âge certain. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Oui, je suis d'accord avec elle. On a beaucoup d'entreprises encore et beaucoup de personnes au sein des entreprises qui n'ont pas envie de travailler avec des vieux, donc des seniors. Seniors, pour moi, c'est à partir de 45 ans. 45 pour vous? Ouais, pour moi, c'est 45. D'ailleurs, c'est un flou artistique, parce qu'on ne sait pas exactement à partir de quel âge on est vraiment senior. Pour Pôle emploi et pour la PEC, ça va être 55. Pour l'INSEE, c'est 50. Mais on a droit à des aides seniors à partir de 45. Du coup, c'est un peu un flou artistique. Mais ça, c'est un flou artistique, excusez-moi, parce que ce sujet, on le traite très souvent. Rentrons dans le détail. Est-ce que c'est un flou artistique organisé qui permet à la fois aux entreprises de pouvoir réguler leur masse salariale? Est-ce que c'est un flou organisé par les pouvoirs publics? Parce que tout ce que vous dites là, j'imagine que les conseillers sociaux du président et de la première ministre le savent. Je pense. Mais je pense que ça arrange un petit peu tout le monde, parce qu'on a effectivement beaucoup de stats sur le chômage ou l'emploi des seniors pour les 50-55, les 55-60, les 60-64. On a ces taux d'emploi et de chômage qui sont connus. Mais pour le 45-55, le 45-50, on a un petit trou où on ne sait pas trop exactement, parce que sinon, en dessous de 50, c'est dans le cercle classique des plus de 26, mais du coup, c'est noyé un petit peu. Donc, je pense que ça arrange un petit peu tout le monde. On parle avec vous, Caroline, parce que vous êtes rentrée dans le vif du sujet de ces salariés qui ont une carrière, puis derrière, se disent, j'arrête pas parce que j'ai des compétences. Vous dites, ça va devenir incontournable. Incontournable parce que globalement, on est en pénurie dans certains secteurs, et que si on ne recycle pas nos anciens, oui, je ne mets pas senior, on n'a aucune chance de pourvoir les postes, en fait. C'est ça que vous nous dites? Alors, si vous m'autorisez, je vais tenter une mise en perspective. En fait, je suis démographe de formation, donc je me suis toujours passionnée pour des tendances de long terme. Exactement. Et notamment les questions de vieillissement. À un moment, il y avait cette énorme cohorte de baby-boomers et beaucoup de jeunes qui rentraient sur le marché du travail. Et finalement, nos dirigeants se sont dit, on va permettre de faire entrer plus rapidement les jeunes, c'est ce qu'ils espéraient en tout cas, en faisant partir gentiment les seniors par les plans de départ volontaires, avec des plans de départ. C'est ça. On a fait un tort épouvantable sur la réputation des gens
qui avaient plus de 50 ou 55 ans, en leur donnant des outils. Et puis, pour justifier leur départ des entreprises, on a dû leur trouver des maladies. Alors, ils s'adaptent moins vite, ils sont plus lents, ils sont caractériels, etc., etc. Et ces pauvres personnes, qui d'ailleurs ne sont pas les mêmes puisqu'elles changent en permanence, oui, parce qu'on vieillit, c'est vrai. On paye encore le prix aujourd'hui par une mauvaise réputation, alors qu'ils ne sont pas plus lents et pas moins adaptables que les autres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer du point de vue, de nouveau, des grandes masses démographiques? Les baby-boomers sont à peu près partis à la retraite, donc c'était des très, très grosses cohortes de personnes. Il reste encore un peu de baby-boomers dans le marché du travail, mais plus beaucoup. Il y a moins de jeunes. En Europe, actuellement, on perd tous les ans 1 million de personnes en âge de travailler, c'est-à-dire entre les bornes d'entrée du marché de l'emploi et de la sortie. 1 million, ça ne paraît pas beaucoup, on est 450 millions en Europe, mais en fait, à la marge, sur les gens qui travaillent, c'est énorme. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché du travail, de la concurrence qu'il y a pour s'adjoindre les compétences des jeunes, une inflation sur les salaires, etc., elle s'explique simplement par ça, et pas uniquement par une reprise d'activité post-Covid. C'est juste pour compenser le vide, c'est pas parce que l'économie accélère. Et c'est là pour durer. Et vous me faites peur, parce que quand l'économie va accélérer... Oui, mais qui sont les gens aujourd'hui qui sont disponibles et compétents sur le marché du travail, notamment, nous c'est un peu notre spécialité, mais sur les métiers industriels, à cycle long, techniques, etc., alors que ce sont des métiers qui sont délaissés par... Non, mais même ça n'intéresse pas les jeunes aujourd'hui de devenir chaudronniers, ou électriciens, ou que sais-je, eh bien ce sont les retraités. Et ils sont là, exactement, ils sont là. Oui, parce que, et disponibles. Amélie... Vous ne recruterez pas que des cols blancs, parce que quelque chose soit clair, il n'y a pas que le consultant en finance. Non, vous évoquez le chaudronnier. Il n'y a pas une entreprise industrielle qui ne cherche pas un chaudronnier qui va le chercher en Pologne. On est d'accord. C'est clair. Et là, vous dites à ces chaudronniers en retraite, si tu as encore envie de donner pour vas-y, tu as du boulot. On est bien d'accord. Exactement. Et les boîtes, là, les accueillent bras ouverts. On parlait de la mauvaise image des seniors, et pour moi, elle est en train de disparaître. Au profit de la compétence, tout simplement. Parce que... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a gommé l'âge et les différences d'âge. Et là, je vois très bien mes candidats ou avec mes clients, etc., l'âge n'est plus un sujet aujourd'hui. Et ça, c'est une révolution assez récente. Grâce aussi aux émissions de télé, grâce à vous. Grâce à tout. Grâce à mais ça prend du temps aussi. Mais vous, vos clients, qu'est-ce qu'ils vous disent? Moi, j'essaye beaucoup de sensibiliser les startups, les TPE, surtout les startups qui n'ont pas vraiment l'habitude d'embaucher des profils seniors, qui commencent tout doucement. Et l'idée, c'est de les faire travailler avec Pôle emploi, notamment, ou avec l'APEC, sur des accompagnements spécifiques. Et c'est effectivement leur dire, regardez tout ce qu'un senior peut vous apporter. Et effectivement, vous en avez besoin aujourd'hui. Quand vous êtes en train de lever des millions, vous êtes obligé d'avoir un ancien DAF qui sait brasser de l'argent, vous êtes obligé d'avoir un DRH qui sait comment gérer justement des recrutements en masse, qui va vous accompagner à structurer et à organiser. Donc moi, pour le coup, je suis plus sur les cols blancs, mais on a besoin aussi d'eux dans beaucoup d'entreprises pour aider les entreprises à se structurer, à s'organiser et à rassurer les plus jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui sont très angoissés. Juste quelques mots sur les femmes, parce que là, on parle de chaudronniers qui sont quand même plutôt des métiers d'hommes ou des métiers techniques faits par les hommes. N'en déplaise, mais les femmes sont encore plus victimes lorsqu'elles sont dans cette catégorie d'âge, à partir de 50 ans, que les hommes. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui fait que les femmes sont finalement encore plus discriminées? Parce que aujourd'hui, il y a une discrimination à l'âge. Il y a une discrimination à l'âge, il y a une discrimination au salaire, on est encore là-dessus aussi. C'est aussi beaucoup le manque de confiance en elles, c'est-à-dire qu'on a aussi du mal, quand on est une femme, à se valoriser, à se mettre en avant. Donc elles ont du mal à aller chercher le contrat et à vraiment arriver à argumenter devant un recruteur. L'homme il y a toujours ce côté un peu très rassurant psychologiquement, de se dire qu'avoir un homme avec sa stature pour certains types de postes, c'est plus rassurant, il va pouvoir encadrer. Une femme, si on lui demande de manager, oui, mais c'est un peu une maman, elle va être trop douce. Et donc, vous l'entendez, ça encore? J'entends encore, j'ai toujours ces stéréotypes, moi, qui viennent dans la bouche des chefs d'entreprise quand je leur propose des profils de femmes. Ils me disent, oui, mais un homme, ça a plus de poigne. Je dis, non, il faut arrêter, c'est encore des stéréotypes qu'il faut combattre. Dernière partie de l'émission, parce que là, on a fait un diagnostic, on voit les actions que vous menez, mais concrètement, la politique des quotas, notamment sur la place des femmes dans les conseils d'administration, dans les COMEX, on voit que ça a plutôt porté ses fruits. Les chiffres sont plutôt bons. La loi Rixain, la loi Zimmermann. Est-ce qu'il faut, l'index senior posait cette question, il a été supprimé par le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il faut imposer des quotas, c'est-à-dire des mesures qui seraient presque des mesures RSE? C'est-à-dire que dans ce on va montrer de son entreprise, il y aura l'égalité homme-femme, il y aura des questions d'inclusion.
de handicap. Et puis, il y aura les questions des seniors. Est-ce que vous y souscrivez? Vous dites, le marché va se réguler de lui-même et ça va s'organiser? Alors, d'une part, je suis très, très méfiante des index. Il y a tellement d'entreprises différentes avec des situations différentes. C'est vrai. Donc, il y a des endroits où le senior est pertinent, d'autres il l'est moins, parce que les technologies, parce que des nouveaux métiers, parce que sais-je. Donc, je suis très prudente là-dessus. Surtout, je pense que les entreprises aujourd'hui n'ont pas forcément besoin de contraintes supplémentaires avec des amendes potentielles à la clé. Mais surtout, je pense que la tendance est là et qu'elle est irréversible et que le problème va se résoudre de lui-même. Donc, je ne suis pas du tout... Le marché va se réguler, ça va s'organiser de lui-même. Moi, je suis pour un petit coup de pouce. Ouais, je pense que vous n'êtes pas complètement... Ouais, moi, je suis plutôt pour l'index, parce que je me dis que finalement, inciter les entreprises à le faire, ça peut être cool. Quand on interroge souvent les RH et les recruteurs, il y avait une enquête qui était sortie qui montrait qu'à plus de 70%, ils étaient prêts à recruter des profils seniors s'ils étaient obligés de le faire. Donc là, je me dis, OK, si vous êtes obligé, vous voulez le faire. Donc si la peur du gendarme. La peur du gendarme va faire bouger. Et en fait, on le voit dans les recruteurs quand ils sont en interne dans l'entreprise. Ils ont du mal à s'imposer face au manager. Et donc, en fait, quand le manager dit, faut juste me remplacer Micheline par Trucmuche, mais tu prends à peu près le même profil, donc en gros, plus jeune, machin. Ouais. Ils vont pas dire, oui, mais j'ai un profil qui est bien, qui est capé. Non, tu me recrutes la même chose, t'emmerdes pas. Et en fait, ils n'arrivent pas du tout à s'imposer, même si la plupart des RH et des recruteurs sont persuadés qu'un profil senior est capable de faire le job et peut apporter beaucoup de choses, ils n'osent pas le faire. Attendez, Amélie, ça serait cool. Vous nous dites quand même, là c'est de la sociologie très fine de l'entreprise, c'est que le manager peut aussi, d'une certaine manière, avoir peur du senior. Bien sûr. Parce qu'il peut être challengé sur ses compétences. Il peut être managé sur ses compétences et aussi des fois un problème de relationnel. Moi, très souvent, quand j'ai un manager, il me dit « mais oui, mais comment je vais faire pour le recadrer s'il est plus âgé que moi ? Je vais avoir l'impression de recadrer mon père ». Alors non, ce n'est pas ton père. Tu as une autorité sur lui. Voilà. Et donc, on a plein de mécanismes qu'il faut arriver à casser pour rassurer souvent le manager en disant mais cette personne que tu recrutes, elle va t'écouter, elle va te respecter et elle va aussi t'apporter des choses. Et Caroline Young, un mot sur les... Parce qu'un des arguments, il y a très longtemps, mais qui perdure, c'est le senior me coûte cher. Ça, on ne l'a pas encore évoqué, parce que le senior est trop lent, le senior a plein de défauts, mais puis en plus, il va me coûter cher. Vos seniors, là, enfin vos retraités qui re-rentrent dans la vie active, ils sont mieux payés. Enfin, comment ils négocient le salaire? Parce que eux, ils bénéficient de leur retraite, ils ont leur droit à retraite, mais en plus, ils ont le levier pour dire, écoutez, non, là, je suis désolé, avec mes compétences, j'y vais pas. Parce que c'est des métiers sous tension, là, dont vous parlez. Alors nous, il a fallu trouver un prix pour le retraité. Quand on a démarré il y a 20 ans... Le retraité a un prix. Et oui, parce que quand on a démarré il y a 20 ans, on nous disait, il est à la retraite, il touche une pension, on a besoin de plus de le payer, quoi. Oui. Même pour des compétences rares. Oui. Voilà. Non, mais il y a cette tentation de se dire, écoutez, vous avez déjà vos droits à retraite. Ils ont tous un copain qui gagne 2 000 € par jour. Bon, le monde est ainsi fait que la vérité est probablement entre les deux. 1000, c'est pas mal déjà. Voilà. Donc nous, on rémunère nos experts, on n'appelle pas retraités, parce qu'ils ont de l'expérience à partager. Ouais, on rémunère nos experts à la hauteur de leur dernier coût pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont toucher la même chose qu'avant, à la journée. Donc en échange d'un tarif qui, pour du conseil ou de la prestation de service, est très modeste, ils ont la flexibilité qu'ils offrent et la compétence. Donc voilà, nous, on a pensé que ce point d'équilibre était pertinent. Juste un petit mot sur les retraites, puisque vous avez vu qu'on est quand même toujours dans le débat des retraites, on n'en sort pas. Je dis une bêtise, j'en suis pas sûr, on ne cotise plus. Une fois qu'on a soldé ses droits retraite et qu'on retravaille derrière, tout ce qu'on fait, parce qu'il y a des cotisations, elles sont basculées sur quelque chose, mais qui n'est pas ma répartition à moi, ça va ailleurs. Justement, le texte... On travaille pour les autres, là. Le texte et une des réformes qui était l'objectif de la loi, c'était de permettre aux gens, puisqu'ils payaient des cotisations sociales, et ça réglerait le problème, d'augmenter les droits. Bon, je fais l'impasse sur la complexité du système pour ajouter 2 € par mois aux retraités qui reprennent une activité. Mais ce que j'ai lu, mais de nouveau, nous n'avons pas les décrets d'application, c'est que ça ne changera pas la retraite de base, ça pourrait améliorer les complémentaires. Et alors là, je trouve que l'objectif, du coup, qui était d'aider les retraités modestes à améliorer leur pension, va être complètement raté. Mais de nouveau, je n'ai pas le contenu exact de la loi. Donc, effectivement, c'est pour ça que je soulève ce sujet, parce qu'il est dans le tuyau et il n'est pas encore sorti officiellement, mais ça veut dire qu'une partie de la cotisation de ce retraité, il cotise à perte. Alors, ça, de toute façon... On est d'accord. Mais en plus, de nouveau, on ne sait pas quelle sera l'application. Comment ça va s'appliquer.
Amélie, un dernier mot. Est-ce que quand même, il y a à la fois un paysage, un verre à moitié vide et à moitié plein dans ce qu'on se raconte, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Est-ce que vous sentez que les choses bougent dans l'entreprise ou, je repose ma question, il est quand même nécessaire de l'accompagner, au-delà des bonnes volontés de chacune et de chacun, d'éléments un peu plus coercitifs quand même, j'ai le sentiment, ou alors des incitations fiscales. Est-ce qu'il y a plusieurs pistes? Ça aiderait. Dès lors qu'on touche à l'argent pour une entreprise, c'est quand même très incitatif. Un jeune, une solution, et l'apprentissage avec une aide de 6 000 € pour l'apprenti. Voilà. On se dit, j'embauche. Mais alors là, vous n'êtes pas non plus. Non, mais il y a eu des tentatives. Le binôme senior, il y a quelques années, qui a été un échec. Ça n'a pas marché. Le CDI senior, je pense que c'était une catastrophe. Il était revenu dans le texte des retraites. Oui, voilà, mais je suis extrêmement sceptique sur le. Je veux dire, l'entreprise, elle est extrêmement simple. Elle est binaire. Elle a un besoin. Elle va le chercher, elle n'a pas de besoin. Si vous donnez 2 000, 4 000 euros, ça ne va pas marcher non plus. Donc, je pense qu'il faut faire des choses simples pour qu'elles soient directement utilisables. Merci à vous, mesdames, d'être venues sur le plateau. C'est un sujet qui avance et sur lequel, j'en suis sûr, parce qu'il a été supprimé par le Conseil constitue, le gouvernement va devoir faire des propositions. La NDRH fait des propositions concrètes. Il y a un travail sur la fiscalité, sur un accompagnement du chef d'entreprise qui recrute. Mais vous avez raison, un entrepreneur ne recrute que s'il a des besoins et pas uniquement parce qu'il a une aide fiscale. C'est ce que vous vouliez nous dire. En tout cas, c'est la logique d'Expert Connect. Merci Caroline Young d'être venue nous rendre visite, présidente d'Expert Connect. Merci à vous, Amélie Favreguité. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Merci. Vous êtes toujours la bienvenue, présidente de Talent Management Group. Merci à vous. Et puis, on termine évidemment par notre rubrique Fenêtre sur l'emploi.